Donc, avant tout, merci de nouveau d'être venu participer à ce webinaire sur la rénovation énergétique en copropriété. Je vais arrêter ma webcam. Voilà. Donc, ce webinaire qui aura pour sujet la rénovation énergétique en copropriété, méthode et financement. Pour présenter ce webinaire, vous aurez Thomas Vigneron de la Maison Énergie Habitat Climat sur le pays d'Aix et le pays salonnais. Vous verrez une carte en fin de présentation pour bien visualiser le territoire. Et vous aurez moi-même, Arnaud Husneau, à l'Agence locale Énergie Climat. Donc, nous sommes deux structures qui portons un service public de la rénovation énergétique. Ce service public est donc un service public national qui est regroupé sous la marque FER, donc le logo que vous pouvez voir ici, dont l'objectif principal est de donner des conseils neutres et gratuits. Nous faisons aussi donc, au fil de l'année d'autres activités. Nous faisons aussi des missions de conseil au fil de l'année. Là, aujourd'hui, par exemple, nous avons une animation d'ateliers thématiques, mais nous animons aussi un réseau de professionnels, par exemple, pour pouvoir vous mettre à disposition des professionnels suivant, des professionnels qualifiés, suivant vos besoins, suivant vos projets. Donc, pour la thématique d'aujourd'hui, qui est donc la rénovation énergétique en copropriété, méthode et financement, nous allons faire une présentation en 4 temps. La première, c'est vous présenter le contexte de la rénovation énergétique, les enjeux qui poussent à une rénovation énergétique en copropriété. Nous prendrons ensuite le temps de présenter donc une méthodologie avec les acteurs clés, les organes de la copropriété, un parcours de rénovation et quelques focus sur certaines étapes. Et enfin, nous prendrons un temps pour le financement des travaux, donc les modalités de financement, les aides mobilisables. Et en réalité, enfin, nous répondrons à vos questions. Voilà, donc pour commencer, le contexte de la rénovation en copropriété. On vous présente 5 grandes catégories qui rassemblent les motivations d'une rénovation énergétique. Donc, les 5 grandes catégories sont la réduction de l'impact environnemental. Donc, une copropriété rénovée énergétiquement, en général, elle émet moins de CO2. Ensuite, vous avez des questions sur l'anticipation ou répondre à la réglementation, aux réglementations. Quand on parle d'anticiper, c'est en général une copropriété qui va s'engager dans des travaux pour profiter d'aides financières et de subventions ou sous forme de subventions qui vont être parfois incitatives avant qu'une réglementation rende certains travaux obligatoires. C'est pour ça qu'on parle d'anticiper. On parle aussi d'amélioration du confort ou de qualité du logement. Donc, on va prendre juste un exemple d'amélioration du confort. On va aussi trouver des cas où ça va être l'objectif principal, ça va être de baisser les charges d'énergie. Qui dit baisser les charges d'énergie dit baisser aussi directement les factures liées à ces charges. Et on va enfin aussi parler à chaque fois brièvement donc, de entretenir et valoriser son patrimoine. Donc, une copropriété rénovée, c'est une copropriété dont on n'a plus besoin d'entretenir certains postes pendant un temps. Et valoriser son patrimoine, c'est, on va vous en parler dans l'exemple, c'est faire augmenter la valeur patrimoniale dans certains cas suite à des travaux. Voilà. Donc, concernant l'impact environnemental, on est tous, je pense, maintenant sensibilisés sur le réchauffement climatique. Juste ce chiffre, on va vous présenter juste un chiffre de l'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est une agence nationale qui a caractérisé en 2015 les consommations d'énergie par secteur. Donc là, voilà, juste avec ce diagramme, ce schéma, vous allez pouvoir, on identifie bien que c'est le bâtiment le premier secteur de consommation. Et on peut imaginer qu'à l'heure actuelle, où le transport et l'industrie a fortement diminué, on peut imaginer que le secteur du bâtiment est encore plus prépondérant, notamment avec le télétravail aussi. Alors, voilà, à partir donc, ça c'est un constat qui a été fait en 2015.
Mais en fait, en réalité, il y a des réglementations thermiques qui ont été mises en place depuis un peu plus longtemps et qui ont tendance aussi à s'intensifier. Donc, juste pour quelques exemples nous avons de réglementations qui poussent des copropriétés à se lancer dans certaines démarches liées à la rénovation énergétique. On va vous résumer celle-ci. Donc, en 2007, première réglementation thermique dans l'existant. Suivant le type de rénovation, vous allez avoir une réglementation thermique qui va s'affecter spécifiquement. Ensuite, vous allez avoir en 2010, avec la loi de Grenelle sur l'environnement, une réglementation qui va être liée à l'audit énergétique ou DPE collectif obligatoire pour les copropriétés chauffées en chauffage collectif. Vous allez avoir en 2014 l'obligation de mettre à jour un diagnostic technique global via la loi ALUR. Vous allez avoir l'apparition d'un fonds de travaux obligatoire pour les copropriétaires. Donc, la mise en place, par exemple, du fonds de travaux, elle a été définie pour le 1er janvier 2017, théoriquement. Ensuite, on a la loi de transition énergétique sur la croissance verte, avec une des principales mesures, c'est l'obligation d'isoler en cas de travaux importants. Donc voilà, on a un certain nombre de copropriétés qui nous ont, par exemple, sollicité le service public. Parfois, c'est des syndics aussi qui nous sollicitent pour demander un peu les modalités de cette réglementation. Et en quelques lignes, c'est le fait que dans certains travaux, maintenant, vous allez obligé de prendre en compte la mise en place d'isolation, la notion de performance énergétique. Et bien sûr, il y a des dérogations qui existent. Le but, ce n'est pas d'embêter une copropriété et ni de ne pas répondre à des plans locaux d'urbanisme. Donc, vous allez avoir aussi des dérogations sur lesquelles nous, on informe les demandeurs. Vous avez un autre exemple, donc une loi aussi, une des dernières, c'est la loi Elan, avec un sujet qui mobilise beaucoup de copropriétés, c'est l'individualisation des frais de chauffage collectif, avec le dernier décret qui est paru en septembre 2019. Vous allez avoir l'évolution des modalités de vote de travaux d'économie d'énergie. La mise en place est prévue pour le juin 2020. Ensuite, vous allez avoir des sujets qui seront plus à l'horizon 2021 ou 2025, avec par exemple l'opposabilité du TPE, les carnets numériques des logements. Donc voilà, ça c'est des exemples qui amènent des copropriétés à s'interroger sur les travaux de rénovation énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille en étroite collaboration avec l'ADIL, qui est l'Agence départementale de l'information sur le logement, et qui sera aussi à même de répondre aux questions dès lors qu'elles deviennent plus juridiques. Voilà, donc pour un autre aspect, on va parler brièvement d'un aspect thermique et confort. Donc, comme vous avez pu voir, depuis 2010, mise en place d'un cadre pour faire des audits énergétiques ou des études énergétiques. Mais dès lors, les bureaux d'études ont suivi avec maintenant des protocoles bien établis pour pouvoir caractériser les déperditions de votre copropriété et ensuite pouvoir vous permettre de prioriser les travaux avec parfois avec des études sommaires, des recommandations sur le potentiel gain énergétique que pourront vous apporter certains travaux. Donc là, dans cet exemple, il ne s'agit pas de dire que c'est tout le temps la même situation. Justement, il s'agit de dire qu'une étude énergétique va permettre d'identifier si c'est véritablement 20% des déperditions qui passent par vos fenêtres pour votre copropriété. Donc voilà, par exemple, l'objectif, ce sera de vous mettre en relation avec des professionnels qualifiés quand vous aurez ces besoins-là. Donc il y a une autre notion ensuite qu'on va aborder brièvement, c'est la notion de confort. Alors le confort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de confort standard. On dit qu'il n'y a pas de confort standard, mais plutôt des conforts individuels. C'est-à-dire que le confort, ça fait appel à un certain nombre de facteurs. Là, on vous en présente un, c'est la température ressentie.
sachant que la température ressentie, donc, elle va dépendre de la température de la paroi et la température de l'air. Je sais pas, c'est des températures moyennes. Voilà. Donc, voilà, par exemple, la mise en place d'une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, vous allez pouvoir améliorer la température de ressenti. En réalité, vous allez aussi améliorer la sensation de courant d'air. Le but, c'est de traiter les infiltrations d'air, par exemple. Et donc là, vous avez un petit schéma qui vous représente la température ressentie qui est associée à la notion de confort. Donc, dans le cas à gauche, absence d'isolation, température ressentie de 17 degrés. Et dans la situation à droite, on a pu avoir une isolation. Donc, on va avoir une température qui va être proche des équipements de chauffage, qui va être proche, enfin, ça ne veut rien dire proche des équipements de chauffage, mais qui va être proche de la température ambiante. Alors, ensuite, un autre aspect, donc on vous a parlé de l'aspect patrimonial. Depuis 2014, les notaires commandent des études associées à toutes les ventes de logements qu'ils ont pu faire et associées au fait que maintenant les copropriétés, les logements peuvent avoir des étiquettes énergétiques grâce à leurs études énergétiques. Donc, l'idée ici, là, par exemple, sur l'étude de 2017 en région PACA, c'est par exemple mettre en avant qu'un bien qui a obtenu une étiquette AB va pouvoir se vendre 6% plus cher qu'un bien obtenu avec une étiquette D. D, ça correspond à peu près à la note moyenne du parc du patrimoine en région PACA. À l'inverse, un bien qui s'est en quelque sorte dégradé, qui n'a pas été rénové, qui va avoir une étiquette de l'ordre F ou G, se vendra 10% moins cher qu'un bien en étiquette D. Donc ça, voilà, c'est des moyennes, c'est à l'échelle régionale. Effectivement, ça ne reprend pas encore toutes les fluctuations immobilières qu'il peut y avoir entre différents quartiers, mais il y a cette tendance qui a été caractérisée par les notaires. Donc, on vous a présenté ici quelques enjeux qui ont mené à une rénovation énergétique. Bien sûr, ça ne rassemble peut-être pas toutes les situations, mais nous tentons, nous, systématiquement, de reprendre vos questions et de les placer dans une méthodologie. Donc là, c'est Thomas qui va vous présenter la méthodologie du service public de la rénovation énergétique. Oui, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, juste dans un premier temps, juste rappeler les principaux acteurs d'un projet de rénovation en copropriété. On va dire que les acteurs vont se décomposer en 3 blocs principaux: la copropriété, les professionnels et nous, c'est-à-dire le conseiller FER. Donc, l'ALEC pour le territoire marseillais ou la maison énergie pour le territoire du Pays d'Aix et le Pays salonnais. Alors, un peu plus en détail, le syndicat des copropriétaires, en fait, donc c'est l'ensemble des copropriétaires qui se réunissent en AG. Le syndicat des copropriétaires a une responsabilité légale. Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes. Vous avez, dans un second temps, le syndic. Donc, le syndic, c'est l'organe exécutif du syndicat. Il assure, par exemple, la gestion administrative, technique, financière et comptable de la copropriété. Et le dernier point, vous avez le conseil syndical qui est composé de copropriétaires élus et qui a pour rôle d'assister le syndic dans ses différentes missions et de le contrôler. Le deuxième bloc, donc, ce sont les différents professionnels qui peuvent intervenir sur un projet de rénovation, donc énergétique ou pas d'ailleurs. Donc les entreprises évidemment, les artisans, mais également des prestataires tels que des maîtrises d'œuvre ou une assistance à maîtrise d'ouvrage que l'on détaillera un peu plus en détail dans la présentation. Et enfin, vous avez donc les conseillers FER, donc Arnaud par exemple et moi-même, qui sommes là pour jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un rôle de facilitateur au niveau du projet. Arnaud, si tu peux changer de slide. Oui.
Vous voyez à l'écran, on va dire, la décomposition d'un parcours de rénovation complet et performant tel que nous l'envisageons. Donc évidemment, c'est une indication. Si la copropriété a déjà réalisé une étude énergétique, on peut très bien commencer l'accompagnement à partir de cette phase-là. Mais on va dire dans l'idéal, un projet de rénovation énergétique performant et bien construit va se décomposer en 3 étapes. Donc une étape de préparation du projet, une étape d'étude énergétique et une étape travaux. Alors, donc à chaque étape, vous pouvez être accompagné par un conseiller FAIRE. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc la phase de préparation, ça va surtout être dans un premier temps un temps d'échange, notamment entre nous et le conseil syndical et le syndic, pour aider la copropriété à formuler ses besoins et ses objectifs. Ça va nous permettre de comprendre les problématiques. Et une fois que ces objectifs, ces problématiques, elles ont été clairement définies, il y a un second temps où on va essayer d'intéresser, de mobiliser les copropriétaires sur le sujet et leur permettre de se saisir du coup de la problématique via notamment des ateliers d'information. Donc, des ateliers d'information, des conférences, des salons, ça peut être sous plusieurs formats et sur plusieurs thèmes. La phase 2, donc c'est la phase étude énergétique, donc je détaillerai un peu plus en détail après. Donc le but de cette phase, c'est de faire un état des lieux énergétiques de la copropriété avant de se lancer dans des travaux. Cette étape, elle a un avantage, c'est qu'elle va permettre de prioriser les travaux, de les ordonner, d'envisager un budget et de mettre en phase de dépenses des économies d'énergie, notamment. Donc c'est une vraie aide à la prise de décision. Là encore, on peut vous accompagner donc, via différents moyens. On peut vous mettre en relation avec des professionnels, donc des bureaux d'études et ou des architectes. On peut vous aider à mettre en place un cahier des charges. On peut vous aider à analyser les réponses des prestataires consultés et on peut par exemple intervenir en AG, etc. Et donc la phase 3, la phase travaux. Donc, selon l'envergure des travaux et notamment le souhait de la copropriété, il y aura soit une sélection d'entreprise, soit la sélection d'une maîtrise d'œuvre, voire d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, je détaillerai plus tard, mais là encore, on peut vous accompagner de la même manière que pour la partie études énergétiques, c'est-à-dire mise en relation avec des professionnels, aide à la rédaction d'un cahier des charges, analyse des offres, etc. Arnaud. Oui. Ah, excusez-moi. Alors, la phase préparation. Donc, c'est une phase primordiale. Elle va permettre à la copropriété de se saisir du sujet de la rénovation. Donc, comme je le disais en préambule, elle va permettre de définir un projet cohérent et de mobiliser le syndicat des copropriétaires. Donc, ça va pouvoir être fait grâce à différents moyens ou outils. Donc, les ateliers d'information qui pourront être, par exemple, sur les aides financières, des conférences, des petits outils informatiques, comme par exemple le BIC, donc le bilan initial de copropriété, ou le BES, donc le bilan énergétique simplifié, qui vont permettre de rassembler des informations sur la copropriété et notamment des documents qui pourront servir plus tard, notamment dans la consultation des bureaux d'études pour la phase études ou pour la consultation de la maîtrise d'œuvre. Donc, grosso modo, cette phase, elle peut se synthétiser en quelques mots-clés. Elle va permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs du projet, de créer une dynamique. Elle va permettre aux copropriétaires de participer à des ateliers thématiques. Elle va permettre d'évaluer les consommations de chauffage et de CS, les dysfonctionnements et les pathologies éventuelles. Et à nous, elle va nous permettre de recenser les aides mobilisables et de commencer à en communiquer un certain détail auprès des copropriétaires. Arnaud. Alors, la phase étude. Donc, c'est un état des lieux énergétique et ou architectural de la copropriété selon l'envergure du projet. Les intervenants seront soit des bureaux d'études et ou des architectes. Alors nous vous conseillons de solliciter ces acteurs via un cahier des charges
que nous pouvons vous aider à mettre en place afin que la prestation qui vous soit proposée soit en accord avec les besoins réels de la copropriété. Donc notamment l'étendue de la prestation, les points spécifiques d'attention, etc. On conseille également de consulter plusieurs structures sur la base de ce cahier des charges afin de bénéficier d'une réelle mise en concurrence et de pouvoir comparer les prestations et les prix. Arnaud, s'il te plaît. Donc, comme vous l'a indiqué Arnaud en préambule, en tout cas il en a cité plusieurs, vous aurez un choix à faire au niveau de l'étude que vous allez souhaiter mettre en place. Déjà, premier point, donc selon les caractéristiques de votre copropriété, vous êtes légalement soumis possiblement à la réalisation de l'une d'entre elles. C'est le cas par exemple des copropriétés en chauffage collectif. Si votre copropriété comporte moins de 50 lots, elle est légalement obligée de faire réaliser un DPE collectif. Si en revanche, elle fait plus de 50 lots, elle est dans ce cas-là obligée de faire réaliser un audit énergétique que l'on dit réglementaire, puisque le contenu de ces études est défini par la loi. Ces deux études-là, elles vont contenir notamment donc, un état des lieux énergétiques de la copropriété, c'est-à-dire une estimation des déperditions du bâti, une analyse de l'état des équipements communs, donc le chauffage, les réseaux, une analyse des consommations d'énergie, notamment pour le chauffage, le CS et l'électricité des parties communes, et va, on va dire, vous proposer des actions de travaux et va les hiérarchiser en fonction, on va dire, de leur pertinence, de leur coût, de leur avantage et également on va dire, de leur interdépendance. À la fin de cette étude, vous avez bien entendu la remise d'un rapport écrit et une présentation, on va dire, synthétique en assemblée générale qui suit la réalisation de cet audit énergétique. Au niveau du diagnostic technique global, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est obligatoire pour toutes les copropriétés, c'est sa mise au vote. Donc, normalement, chaque AG doit être proposé en résolution la réalisation d'un diagnostic technique global. Ça, c'est obligatoire. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est sa réalisation. C'est-à-dire que la copropriété n'est pas obligée de voter pour la réalisation d'un diagnostic technique global. Et on va dire que le diagnostic technique global va se composer de 4 briques bien distinctes. Donc, un audit énergétique ou un DPE tel que je l'ai défini il y a 2 minutes. Mais à cette étude énergétique va s'adjoindre 3 autres briques. Une partie, on va dire, d'analyse réglementaire ou légale sur le respect des obligations du syndicat des copropriétaires. Donc, ça va être est-ce que la copropriété est bien inscrite au registre national des copropriétés? Est-ce qu'elle a bien un carnet d'entretien? Est-ce qu'elle a répondu à ses obligations au niveau de l'individualisation des frais de chauffage, etc. Et il va y avoir également une brique, on va dire, d'analyse architecturale et patrimoniale. Donc, par exemple, l'analyse des façades, des toitures. Est-ce que ces façades et ces toitures ont un aspect architectural ou patrimonial à conserver? Ça va être par exemple analyse du potentiel de surélévation de la copropriété. Voilà. Et enfin, donc ce DTG, en fait, ça permet d'avoir une approche globale, énergétique, architecturale, patrimoniale du bâti, de la copropriété. Arnaud, tu peux changer de slide? Merci. Donc, ensuite intervient donc la phase travaux. Donc, selon, on va dire, la portée, le souhait également de la copropriété, sa complexité, il pourra être nécessaire de mobiliser une maîtrise d'œuvre en amont des travaux. Donc, ce maître d'œuvre va être un prestataire, donc ça va être un bureau d'études et ou un architecte. Sa mission, elle va se décomposer en 2 phases. Une phase conception des travaux
et une phase du coup travaux où le maître d'œuvre va suivre, organiser les chantiers, la réception, les levées des réserves, etc. Donc ces deux phases, elles sont normalement cadencées par au moins 2 AG, donc ce n'est pas obligatoirement le cas, mais on va dire que l'on conseille la réalisation d'au moins 2 AG, une en amont de la phase conception qui va valider sur la base de devis la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre conception, et une deuxième à l'issue de cette phase conception qui va déjà entériner ou non la réalisation de travaux, donc le choix des entreprises qui auront été consultées, et également valider la poursuite de la mission de la maîtrise d'œuvre en phase travaux. Arnaud. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc c'est toujours indicatif, mais la phase conception de la maîtrise d'œuvre, en elle-même, elle va se diviser en plusieurs, on va dire, semi-étapes. Donc si la copropriété a réalisé une étude énergétique, le maître d'œuvre peut et va reprendre les conclusions de l'audit et les approfondir si besoin. Ensuite, suite à ces constats, la maîtrise d'œuvre va proposer un ou plusieurs scénarios de travaux. Une fois que la copropriété s'est orientée vers un de ces scénarios, la maîtrise d'œuvre va l'approfondir, émettre des documents techniques qui vont permettre de spécifier les travaux, les plans, etc. Et, in fine, sur la base de ces documents qu'elle aura établis pendant la phase conception, elle va consulter des entreprises. Les entreprises vont répondre. La maîtrise d'œuvre va alors analyser ces réponses et proposer cette analyse au conseil syndical. Donc, suite à cette remise de l'analyse, il y aura organisation du coup d'un vote en AG pour sélectionner l'entreprise. Donc l'AG n'est pas obligé de suivre les préconisations de la maîtrise d'œuvre. Mais il y aura alors un vote en AG pour la sélection de l'entreprise et pour la poursuite de la mission de la maîtrise d'œuvre en phase travaux. Arnaud. Je vais maintenant un petit peu m'attarder sur une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que l'on résume par l'acronyme AMO. Donc c'est un prestataire qui est expert sur un certain volet et qui va intervenir sur des points spécifiques quand le maître d'ouvrage estime qu'il n'a pas les compétences suffisantes. Par exemple, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage que l'on retrouve souvent dans des projets de rénovation énergétique en copropriété, c'est l'AMO d'ingénierie financière. Donc, grosso modo, c'est un expert dans le domaine des aides financières dédiées aux travaux de rénovation énergétique notamment, et qui va permettre, donc, par exemple, en amont des travaux, de réaliser des plans de financement, c'est-à-dire de présenter aux copropriétaires une simulation des coûts de travaux et de leur quote-part individuel. Donc, elle va également permettre de calculer les aides financières et de présenter aux copropriétaires leur reste à charge individuel une fois les aides déduites. Ils peuvent également incorporer tout ce qui est prêt collectif, prêt avec remboursement des intérêts, etc. Donc, c'est une vraie aide à la prise de décision avant le vote des travaux. Et pendant la réalisation des travaux, cette assistance à maîtrise d'ouvrage d'ingénierie financière, elle peut aider à monter les dossiers d'aide financière, donc déjà les aides collectives, notamment les C2E dont on parlera un petit peu après. Elle peut également, donc, selon les missions qui lui sont confiées et les souhaits des copropriétaires, aider à monter les dossiers d'aide individuels. Et enfin, donc ça c'est un point à ne pas négliger, elle peut assister la copropriété pour monter des éventuels dossiers de prêt collectif. Donc ça, c'est un point important à souligner. Arnaud. Alors juste un petit focus sur le vote des travaux. Donc
La mise en concurrence est obligatoire si le montant dépasse le seuil qui a été fixé en AG. Donc en général, pour des travaux de rénovation énergétique, c'est souvent le cas. L'établissement de l'ordre du jour, il est initialement préparé via une concertation entre le syndic et le conseil syndical, mais tout copropriétaire peut abonder et ajouter des points spécifiques à l'ordre du jour. La convocation à l'AG doit avoir lieu impérativement 21 jours avant la réunion et les conditions essentielles des marchés doivent être jointes, donc notamment tout ce qui est devis ou proposition de prestation. Et enfin, le vote en AG. Donc, selon la résolution, la majorité à prendre en compte ne sera pas la même. Par exemple, tout ce qui est majorité pour des études, donc audit énergétique, DPE ou DTG, se font à la majorité à l'article 24. Tout ce qui est travaux de rénovation énergétique se font à la majorité absolue de l'article 25. Arnaud. Et donc, un tout petit point sur l'exécution des travaux. Donc, en cas de travaux de rénovation énergétique, le syndic on ne peut pas ouvrir le chantier tant que le délai de recours n'est pas passé. Donc, c'est 2 mois à compter de la réception du PV d'Assemblée générale pour les travaux à l'article 25. Il faut également recouvrir les codes-parts des copropriétaires selon les modalités qui ont été définies en AG, donc au niveau des appels de fonds, et à l'éventuelle obtention d'autorisation d'urbanisme, selon du coup, le type de projet de rénovation énergétique que vous envisagez d'effectuer. Normalement, c'est le syndic qui assure le suivi administratif, technique, comptable et financier des travaux, mais selon votre projet, une partie de ces missions peut être déléguée à une maîtrise d'œuvre ou à une AMO. Voilà. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les aides financières. Je vais laisser la parole à Arnaud. Alors, à propos donc, des modalités de financement d'un projet de rénovation en copropriété, donc, il y a 3 sources de financement qui sont présentées ici. La première sont les aides financières, dont on va faire un petit focus par rapport à toutes les informations qu'il pourrait y avoir dans ce volet-là. Pour la parenthèse, on a organisé des ateliers spécifiquement à ce sujet et en sachant qu'on aurait pu en organiser encore d'autres, tant il y a des cas particuliers dans chaque aide, malheureusement. Alors ensuite, donc, il y a les aides financières. Donc, ensuite, on a le fonds de travaux dont on a parlé en tout début de présentation. Le fonds de travaux qui était lié à la loi Allure et qui était constitué théoriquement depuis le 1er janvier 2017 et qui donc, devait être alimenté à hauteur de 5% du budget prévisionnel et qui donc devait se faire sur un compte distinct pour le syndicat des copropriétaires. Pour la parenthèse, ce fonds de travaux n'est pas obligatoire pour les copropriétés de moins de 10 lots ou pour les copropriétés ayant réalisé un DTG, diagnostic technique global, évoqué précédemment, et dont le DTG évoque qu'il y a une dispense pour les 10 prochaines années. Donc, il y a une 3e modalité, c'est donc l'appel de fonds exceptionnel qui est géré par le syndic. Donc, une notion importante pour les modalités de financement en copropriété, c'est l'évaluation de la quote-part. Donc, c'est le règlement de copropriété qui l'a défini. Ça définit donc la participation de chaque copropriétaire. Cette quote-part, elle est associée à chaque fois à des charges concernées. Donc, elles sont bien précisées dans le règlement de copropriété. Une notion importante aussi, c'est la notion d'éco-conditionnalité. C'est-à-dire que lorsque vous allez demander, par exemple, des aides financières, il y a 2 critères qui vont être vérifiés systématiquement. C'est la notion de RGE, donc ça c'est la qualification du professionnel qui réalise les travaux. Donc RGE, reconnu garant de l'environnement. Et la 2e notion, c'est la performance technique. C'est-à-dire que maintenant, l'objectif, c'est que ce soit votre maîtrise d'œuvre ou l'artisan,
on doit vous proposer des équipements performants pour pouvoir bénéficier d'aides, notamment. Donc, un petit focus sur les aides financières. Là, ce tableau, l'objectif, c'était de vous montrer qu'il y avait 3 types d'aides. Les premières en gris sont les aides sous forme de subvention. Donc, là, vous pouvez les retrouver. Enfin, les noms principaux, c'est l'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Ensuite, vous avez, je ne vais pas forcément tous les détailler ici. Ensuite, vous avez donc d'autres aides qui sont sous forme d'aide fiscale. Crédit d'impôt résiduel, TVA, taux réduit. Et vous avez ensuite les aides sous forme d'emprunt. Donc, ces aides, elles se déclinent aussi en fonction du fait que vous soyez copropriétaire occupant ou copropriétaire bailleur. Vous n'allez pas avoir droit aux mêmes aides. Vous allez aussi avoir la notion d'avoir des aides qui vont être collectives ou individuelles. Donc là, on va vous les présenter sommairement. Donc, les aides collectives, vous avez donc l'aide de l'ANA, une aide qui est assez spécifique, qui s'appelle Habiter mieux copropriété, qui est destinée aux copropriétés fragiles. Donc, ça, c'est un des multiples critères, c'est vérifier que votre copropriété a un taux d'endettement entre 8 et 25% ou 8 et 15% sur le nombre de lots que vous êtes. Donc, ça, on le fait avec vous et le syndic. Et à la fois, il faut que ça corresponde à des projets ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut que votre copropriété elle parte sur un gain énergétique de 35% à l'issue des travaux. Donc, l'objectif, c'est aussi de financer ces travaux conséquents. Donc, mais c'est un projet assez spécifique, assez délicat à mettre en œuvre, mais on y arrive sur notre territoire. Vous avez ensuite donc, les certificats d'économie d'énergie qui ont été évoqués précédemment. Ça correspond à une obligation des entreprises polluantes de subventionner des travaux d'économie d'énergie. Donc voilà, par type de travaux, vous allez avoir une subvention. Ensuite, vous avez la TVA à taux réduit. Donc là, c'est une TVA qui va être de l'ordre de 5,5% et qui va s'appliquer sur vos travaux de performance énergétique, mais aussi les travaux qui sont considérés comme induits. Donc, dès lors, ça va rendre parfois plus intéressant de mettre en place de l'isolation. Par exemple, sur une toiture terrasse, vous allez pouvoir refaire l'étanchéité à une TVA de 5,5 si vous faites, bien sûr, une isolation performante simultanément. Ensuite, vous avez un emprunt collectif. Donc, c'est un prêt sans taux d'intérêt qui est indiqué au syndicat des copropriétaires avec un taux actualisé effectif global qui est autour de 1%. Il n'est en réalité pas exactement à 0%, car vous allez avoir une caution de désolidarisation, c'est-à-dire que tous les copropriétaires ne sont pas solidaires des autres. Enfin, chaque copropriétaire n'est pas solidaire des autres dans le remboursement de cet emprunt. Donc, Thomas, je te laisse présenter les aides individuelles. Oui, les aides collectives. Les aides individuelles, pardon. Donc, effectivement, Arnaud vous a explicité quelques aides collectives qui vont du coup dépendre de la nature des travaux et des caractéristiques de la copropriété. Donc, il faut savoir qu'il existe également des aides individuelles qui vont, elles, évidemment dépendre du type de travaux, mais également du statut, entre guillemets, de chaque copropriétaire, c'est-à-dire si le copropriétaire est bailleur, s'il est copropriétaire occupant en résidence principale ou en résidence secondaire, et également des revenus. Donc, juste pour vous donner un petit détail sur chacune de ces aides qui sont présentes à l'écran. Donc, l'aide ANA Habiter mieux sérénité, donc elle est sous condition de revenus, et elle ne peut être demandée que par les copropriétaires occupants en résidence principale qui respectent, dont les ressources sont inférieures à certains plafonds, soit par des copropriétaires bailleurs qui s'engagent à plafonner leur loyer pendant 9 ans et à louer à des ménages qui ont des revenus inférieurs à certains plafonds. Il y a également un gain énergétique minimum qui doit être atteint par les travaux, donc 25% si vous êtes un copropriétaire occupant en résidence principale et 35% si vous êtes bailleur.
Ensuite, vous avez MaPrimeRénov' et le crédit d'impôt. Donc, en fait, ce ne sont pas les mêmes aides, mais elles vont être, concomitantes. C'est-à-dire que si vous êtes un ménage considéré comme très modeste ou modeste, vous allez pouvoir demander MaPrimeRénov'. Si vous êtes considéré comme ménage ressources intermédiaires ou aisées, vous allez demander un crédit d'impôt. Voilà, ce sera soit l'un, soit l'autre, selon vos revenus. Et la différence entre ces deux aides, c'est déjà la modalité de demande et les montants, puisque le but de ces aides individuelles, c'est que les ménages aux ressources les plus modestes reçoivent plus que les ménages aux ressources aisées. Vous avez également au niveau local une aide du département des Bouches-du-Rhône, donc Provence Éco-Rénov', qui, elle, s'adresse aux copropriétaires occupants en résidence principale et qui ont des revenus de ressources, on va dire, intermédiaires. Et enfin, vous avez donc l'éco-prêt à taux zéro, donc c'est le même prêt que le prêt collectif. Simplement, là, le prêt n'est pas demandé à l'échelle de la copropriété, mais à l'échelle individuelle. Arnaud, s'il te plaît. Merci. Alors là, juste très rapidement, c'est une synthèse des conditions de cumul. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce tableau. Vous pourrez le retrouver dans la vidéo. Vous l'avez également sur le document de l'ADEME sur les aides financières. Mais effectivement, certaines aides ne peuvent pas être cumulées avec d'autres. Typiquement, par exemple, le crédit d'impôt et MaPrimeRénov', puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Et par exemple également, MaPrimeRénov' et l'aide de l'ANA Habiter Mieux Sérénité. Il faudra faire un choix pour les copropriétaires éligibles. Donc, de même, je ne vais pas m'attarder sur cette frise, vous pouvez la retrouver. Elle est simplement là pour illustrer que les demandes d'aide, que ce soit individuelles ou collectives, ne respectent pas la même temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des aides qu'il faudra faire en amont, il y a des aides dont la demande devra être faite en amont de la signature des devis, d'autres avant le début des travaux, et d'autres enfin, par exemple comme le crédit d'impôt, devront être déclarées l'année suivant la réception de la facture acquittée. Alors ici, un petit exemple de ce que peut, on va dire, représenter une ingénierie financière sommaire. Je parle bien de sommaire. Donc c'est un exemple d'une copropriété que je suis en train de suivre donc sur Aix, qui est en phase conception de maîtrise d'œuvre. Donc les travaux envisagés sont l'isolation des planchers bas, la réfection des réseaux et leur calorifugage, pour un budget d'environ de 200 000 €. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc, il y a, on va dire, 4 catégories de copropriétaires, et en fonction de la catégorie à laquelle les copropriétaires appartiennent, il y aura plus ou moins d'aide financière. Donc, par exemple, dans le foyer ménage numéro 1 qui correspond aux propriétaires bailleurs et propriétaires occupants dits aisés, la seule aide mobilisable est l'aide collective les C2E, donc l'aide des fournisseurs d'énergie. Le foyer ménage numéro 2 qui correspond à un ménage aux ressources intermédiaires pourra en plus solliciter l'aide du département. Et enfin, les foyers de ménage numéro 3 et 4, qui sont les ménages aux revenus entre guillemets modestes et très modestes, pourront en plus solliciter l'aide de l'ANA Habiter Mieux Sérénité. Donc tout ça pour dire que en fonction de vos revenus, vous pouvez avoir des montants d'aide qui peuvent représenter 15, 30, 70, 90% de votre quote-part. Arnaud. Voilà, donc à propos donc du suivi que nous réalisons avec vous, avec les copropriétés, nous utilisons donc un outil qui s'appelle Coach CoPro, qui est un outil national qui est utilisé par donc, les structures de services publics de rénovation énergétique. Vous pouvez, là c'était juste une diapositive pour vous dire, vous pouvez saisir vos projets de copropriété directement sur le site si jamais vous ne souhaitez pas forcément passer par un numéro de téléphone ou par un mail pour nous poser vos questions. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver ce lien ici. Vous allez pouvoir avoir aussi réponse à quelques questions ou accès à quelques documents si
Donc, nous allons aussi conclure donc, cette présentation avec nos coordonnées. Et sur cette carte, vous pouvez voir à qui se référer, suivant que vous êtes sur le pays d'Aix ou le pays salonnais, ou sur le territoire de Marseille-Provence et du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Pour l'instant, nous n'avons pas forcément de coordonnées pour le territoire de East-Ouest Provence, au pays de Martigues, où vous pouvez nous demander pour qu'on vous les transmette, mais en tout cas, on ne les a pas renseignés là-dessus, sur cette présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On est désolé d'avoir dépassé un peu sur notre temps. On avait misé. Et voilà. Donc, Jérôme, tu peux te prendre la parole si tu as vu quelques questions. On vous laisse 10 minutes pour poser vos questions et on vous remercie pour votre attention par ailleurs. Il y avait une remarque sur le rôle de l'architecte, sur la mission de maîtrise d'œuvre, et qui est donc précisée à la fois dans la question. Effectivement, l'architecte permet d'avoir une approche globale lors de ces projets et pas seulement l'aspect, par exemple, énergétique. Alors, pour les questions, donc si Jérôme, alors je vais les reprendre directement. Donc, dans l'ordre, le crédit d'impôt ne doit-il pas être modifié pour devenir sous condition de ressources? Alors, il y a une partie, effectivement, des aides financières qui étaient assujetties au crédit d'impôt, qui maintenant le seront que sous condition de ressources. Mais il reste encore quelques aides du crédit d'impôt qui ne sont sans condition de ressources. Je peux apporter un complément si tu veux, Arnaud. Oui. Donc, en 2019, le crédit d'impôt à la transition énergétique pouvait être demandé par n'importe quel copropriétaire occupant sans condition de ressources. Et on va dire que le montant du crédit d'impôt était le même, quel que soit, même s'il y avait des petites disparités, mais était approximativement le même, quels que soient vos revenus. En 2020, par la loi de finances qui a été promulguée en début janvier, a été instauré justement des conditions de revenus. Ce que je vous disais sur la partie aide financière individuelle, c'est qu'il y a 4 catégories de revenus qui ont été instaurées. Ménages aux revenus très modestes, ménages modestes, ménages intermédiaires et ménages aisés. Donc les ménages très modestes et modestes, ce n'est plus un crédit d'impôt, c'est MaPrimeRénov'. Il faut demander via une plateforme spécifique. Pour les ménages aux revenus intermédiaires et aisés, notamment pour les aisés, uniquement pour certains postes de travaux très spécifiques, il reste un crédit d'impôt résiduel, effectivement. En tout cas, en 2020, normalement, en 2021, le crédit d'impôt restant pour ces ménages-là devrait être incorporé, du coup, dans MaPrimeRénov', qui serait alors demandable par tous les ménages. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais… Très bien. Donc, voilà, ça c'était au sujet donc, du crédit d'impôt. Pour les coordonnées Alors, avez-vous des coordonnées de BET ingénierie financière? Donc, je pense que c'est 2 questions. Donc, nous référençons des professionnels par type de qualification. Donc là, en termes de qualification BET, donc bureau d'études bureau d'études thermiques, donc ça, bien sûr, on va avoir des bureaux d'études qualifiés. Ça va être la qualification plutôt OPQIPI, donc qui est un organisme de certification. Pour l'ingénierie financière, à l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable qualification, enfin, d'organisme de qualification. Après, vous avez, alors je vais vérifier en même temps, vous avez des assurances. C'est-à-dire que l'organisme d'ingénierie financière doit au moins avoir validé des assurances pour pouvoir faire cette prestation, ce service. Ensuite,
Donc, alors je pense que Jérôme Wang, qui travaille à la LEC, vous répond théoriquement aussi directement sur le webinaire. Est-ce que ces aides vont perdurer? Voilà, la tendance, c'est plutôt, vous avez un certain nombre… Oui, Thomas? Non, non, pardon, excuse-moi, je voulais… Enfin, vas-y, tu peux. Non, je voulais dire, la tendance claire, elle est claire quand même, c'est que les aides financières, alors on ne sait pas à quelle échéance, mais de toute façon, vont finir par disparaître. À l'heure actuelle, l'État incite, donc via des dispositifs, mais la législation suit ces incitations, et à partir du moment où ce qui est pour l'instant incitatif va devenir obligatoire, une grande majorité des aides financières vont disparaître. Et on n'a pas de visibilité au niveau temporel sur les modifications des aides financières. Malheureusement, le crédit d'impôt, c'est les lois de finances qui sont promulguées chaque année. Au niveau des aides locales, il y a des votes de budget chaque année également. Les C2E, on a un peu plus de visibilité. Donc déjà, en l'occurrence, normalement, ça devrait être prolongé le dispositif actuel jusqu'à fin 2021. Et après, il y aura peut-être des modifications. Voilà. Alors, concernant donc les autres questions, donc nous avons peut-on revoir en replay les précédents webinaires de la LEC, notamment celui sur le confort d'été? Donc ça va être, oui, ça va être disponible. Si jamais vous ne le recevez pas, vous nous posez la question et à l'adresse mail qui est affichée sur notre écran. Et vous allez retrouver, et on pourra vous transmettre donc, ces webinaires. Ensuite, nous pouvons fournir une liste de professionnels sur simple demande en nous écrivant par mail. Donc ça, c'est la réponse à une question. Merci. À quelle adresse mail? L'adresse mail, donc c'est celle qui est inscrite. Donc c'est copropriété au pluriel @alecmm.fr si vous êtes sur le territoire de Marseille, Provence, Pays de Bagne, et info énergie CPIE-6 paydex.com si vous êtes sur le territoire du Pays d'Aix et du Pays Salonnais. Alors. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui posent des questions sur les aides financières. Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'ADEME un document synthétique qui résume les aides financières au niveau national. Donc, crédit d'impôt ou prime rénov, TVA, éco-prêt à taux zéro, C2E. Et qui donc notamment indique les plafonds de ressources, les modalités de demande, etc. et met en lien également les textes réglementaires si vous voulez creuser la question. Alors, donc voilà, donc on pourra ajouter le lien. Donc, voilà, donc vous avez l'adresse, nos coordonnées qui sont maintenant inscrites un peu partout. Que ce soit à l'écran ou dans le questionnaire, pour pouvoir pousser un peu plus loin vos questions et répondre plus particulièrement à votre projet.